messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, une dizaine de chefs d'État au stade Amahoro de Kigali pour l'investiture de Paul Kagame. Le vice-président de la République a pris part à la cérémonie. Timoko Melie-Kone a représenté le chef de l'État. Paul Kagame avait remporté haut la main la présidentielle du 15 juillet avec un score de 99,18% des voix. Le gouvernement accélère l'accès au logement. Les initiatives se multiplient pour résoudre le problème en zone urbaine. Le Premier ministre Robert Begré-Mombe pose la première pierre d'un programme immobilier à couper jeudi. 1160 logements de type R+9 pour soulager les populations à revenus faibles et moyens. Nous sommes en vacances scolaires depuis plusieurs semaines, une période consacrée à diverses activités pour occuper sainement les jeunes, cours d'anglais, natation, club de danse ou encore ateliers sur les codes de bonne conduite. Chacun y trouve pour son compte. Vous allez voir dans ce journal quelques enfants en pleine activité. Et des discussions doivent s'ouvrir cette semaine en Suisse sur le Soudan. Le gouvernement soudanais n'entend pas répondre à cette invitation des États-Unis, mais les FSR, forces de soutien rapide, ont donné leur accord pour la rencontre. Le vice-président de la République était au Rwanda. Timoko Melie-Kone a pris part à l'investiture du président Paul Kagame, réélu mi-juillet dernier à la tête du pays. Il représentait le chef de l'État à cette cérémonie. Carmel Dia. Timoko Melie-Kone, le vice-président de la République, est arrivé à Kigali pour prendre part à l'investiture de Paul Kagame, le président réélu du Rwanda. Une dizaine de chefs d'État et de gouvernement africains ont effectué le déplacement, parmi lesquels les présidents de l'Angola, du Togo, de la République du Congo, de Madagascar et du Kenya. Les festivités ont eu lieu au sein de l'emblématique stade d'Amahoro, le plus grand stade du pays. Timoko Melie-Kone y représentait le président de la République Alassane Ouattara. À son arrivée, le chef de l'État réélu a reçu les honneurs militaires. Les forces vives du pays ont ouvert le bal avec une parade militaire des différents corps de l'armée rwandaise. L'hymne national, le Rwanda Nziza, a été exécuté et entonné par l'ensemble des personnalités et des personnes présentes. C'est dans ce stade de 45 000 places que le président réélu pour un 4e mandat, Paul Kagame, a prêté serment devant le président de la Cour suprême, Faustin Nteziliayo. Il a reçu les insignes liés à sa fonction de président de la République, dont un sabre. Plusieurs coups de canon ont été tirés depuis le stade et dans son discours, Paul Kagame s'est engagé à préserver la paix, la souveraineté et à consolider l'unité nationale. La paix ne peut être apportée par quiconque, peu importe sa puissance, si la partie la plus directement concernée ne fait pas ce qui est nécessaire. Je tiens à remercier les présidents africains dont l'Angola et le Kenya pour tout ce qu'ils ont fait et continuent de faire en faveur de la stabilité régionale. La paix ne peut advenir d'elle-même. Nous devons tous faire notre part et agir de manière appropriée pour obtenir et maintenir la paix. Il a remporté l'élection présidentielle du 15 juillet dernier avec un score de 99,18% des voix. Une autre attraction forte de la cérémonie, une parade aérienne de l'armée. La cérémonie s'est terminée en fin d'après-midi. Le vice-président de la République, Timoko Melie-Kone, a quitté Kigali au Rwanda pour Abidjan. Il est arrivé aux environs de 22h GMT en terre ivoirienne. Et ici en terre ivoirienne, le gouvernement veut résoudre la crise du logement. Tout est mis en œuvre, notamment dans les zones urbaines. Bientôt, les populations à revenus faibles ou moyens seront soulagées. Le Premier ministre a procédé ce lundi à la pose de la première pierre d'un programme immobilier à couper jeudi. 1160 logements vont sortir de terre. Abdoulaye Kone. Face aux résultats mitigés obtenus ces dernières années sur la question de l'immobilier, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de reprendre le contrôle du secteur pour soulager la population. Nous invitons la population à croire à la politique du président de la République, à faire confiance au président de la République parce que ça fait partie de ses priorités. Si ça se réalise, nous ne ferons que lui dire merci et puis l'encourager dans sa démarche. Quelques instants plus tôt, le mot de bienvenue a été dit par le maire de la commune d'Anyama. Cet important programme, si cher au président de la République,
Son Excellence, M. Alassane Ouattara, traduit sa grande vision d'un pays où chaque citoyen a droit à un logement décent. Sur le projet, la Banque ouest-africaine de développement a décidé d'accompagner le gouvernement. Le gouvernement ivoirien a lancé un programme d'urgence de construction de 4300 logements à caractère social et économique. La BOAD, votre banque de développement, s'est engagée à accompagner la Côte d'Ivoire pour la promotion et le développement de l'habitat social, et ce conformément à son plan stratégique 2021-2025. Le financement du dit projet par la BOAD est visualisé en 4 phases. Il porte le montant total des concours de la banque à 1885,8 milliards de francs CFA au 30 juin 2024, dont 152,8 milliards pour le secteur de l'immobilier et de l'habitat, soit environ 8% du total des engagements de la banque en République de Côte d'Ivoire. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme justifie le choix du site d'Akoupé-Zodji. Le choix porté sur ce site d'Akoupé-Zodji s'inscrit dans une vision globale de mixité fonctionnelle de l'espace urbain qui contribuera à renforcer l'attractivité de cette zone en créant un environnement de vie plus complet et plus harmonieux. Ce seront des immeubles de type R+9 avec 4 appartements par palier, dont 2 de type F3, c'est-à-dire 2 chambres et 1 séjour, et 2 de type F4. Le site abritera, outre les logements, plusieurs infrastructures socio-économiques, telles que des écoles, des centres de santé, des lieux de culte, des aires de jeu et des terrains de sport. Nous invitons d'avance les futurs habitants à préserver ces espaces communs, de sorte à maintenir la qualité de vie ici. Parce que nous souhaitons assurer à ces futurs résidents, justement, un cadre de vie agréable, sécurisé et confortable. Président de la cérémonie, le Premier ministre a rappelé les facteurs qui ont poussé le gouvernement à mener les actions de ce jour. Pour comprendre cette situation, il convient de partir de 3 constats. Le premier constat, c'est que tous les Ivoiriens n'ont pas accès au crédit bancaire et beaucoup ne souhaitent pas s'endetter pour acquérir leur logement. Le deuxième constat, il existe un profond désir chez les Ivoiriens de posséder une maison qu'ils pourront léguer à leurs enfants, assurant ainsi une sécurité générationnelle. Le troisième constat, chacun aspire à vivre dans un environnement sain, un environnement agréable, un environnement sécurisé, à l'abri des inondations et des autres désagréments. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a demandé instamment au gouvernement de rechercher les solutions les plus adaptées et les plus adéquates. Ces nouvelles mesures s'accompagneront d'un processus de sélection rigoureux et transparent pour l'attribution des logements avec des critères stricts pour que ces logements bénéficient effectivement à ceux qui en ont réellement besoin, en veillant à l'équité et à la justice. Par ailleurs, toutes les catégories sociales seront prises en compte dans ces programmes. Nos frères et amis journalistes, les propriétaires des minicars, les commerçants, les mécaniciens, les artisans, les enseignants, les policiers, les gendarmes. Ce programme est pour tous et pour chacun. Pour asseoir un programme robuste de location-vente et de location simple, les taux d'intérêt sont autour de 2,5% et les durées de remboursement vont jusqu'à 25 ans. L'objectif que nous visons est très clair, c'est de faire en sorte que le loyer payé par mois
ne dépasse pas 30% du revenu. Rappelons que dans le cadre du programme présidentiel de logement économique et social, 25 000 habitations sont prévues pour soulager les populations à faible revenu. Et après à couper jeudi, le Premier ministre était à Songon avec les militants du RHDP. Robert Begré-Mombé les mobilise en vue des batailles électorales à venir. Ils ont parlé de l'implication dans le processus d'enrôlement des nouveaux militants. On retrouve Abdoulaye Koni. Le RHDP continue de mobiliser ses troupes. Dans la commune de Songon, les militants de base ont abordé, avec l'un des vice-présidents du parti, le processus d'enrôlement. Cette fois, dans le cadre de la révision de la liste électorale, la direction du parti a mis en place un système qui nous permettra justement de surveiller, de faire le suivi de tout ce qui se fait en termes d'enregistrement des nouveaux militants, c'est-à-dire des primo-votants, ceux-là que nous allons appeler primo-votants. Il s'agit de 4 catégories de militants et sympathisants que nous comptons faire inscrire sur la liste électorale. Il s'agit de personnes nées ivoiriennes en âge de voter, mais qui ne détiennent aucun document administratif. La deuxième catégorie que nous visons à travers cette opération de révision, il s'agit de personnes nées ivoiriennes, aujourd'hui en âge de voter, c'est-à-dire qui ont 18 ans, mais qui détiennent au moins un extrait de date de naissance. La troisième catégorie est constituée de personnes qui détiennent un certificat de nationalité. Et enfin, la quatrième catégorie, ce sont des personnes qui détiennent déjà la carte nationale d'identité. Donc nous avons mis en mission nos différents responsables politiques, les secrétaires de section et le président du comité de base, afin qu'ils procèdent à un maillage du terrain. Ils vont mettre en place des équipes de militants collecteurs qui seront chargés de faire du porte-à-porte dans les différentes sections et comités de base afin de rechercher ces 4 catégories dont je viens de vous parler. Le vice-président du RHDP en a profité pour appeler les militants de base au civisme et à la solidarité. Nous avons profité de cette occasion pour sensibiliser sur l'esprit dans lequel toute la politique doit être conduite dans cette région qui est en émergence. Nous avons surtout encouragé tous ceux qui réalisent de très bonnes activités d'encadrement dans leurs circonscriptions respectives, en les encourageant à apporter aussi des corrections là où on aura senti qu'il y a des faiblesses. Un délai a été fixé aux néo-militants pour s'inscrire en grand nombre avant la révision du fichier électoral. Et l'actualité politique nous emmène aussi à Koubassi. La direction du RHDP continue son projet de vérification de l'installation des coordonnateurs régionaux. Awa Ndoli Théophile et Mariatou Kone ont rencontré les responsables locaux du parti. Sissi Bakongo, le coordonnateur régional, entend faire rayonner le RHDP dans la commune. Le reportage d'Éric Goré. Awa Ndoli Théophile et Mariatou Kone, envoyés par la direction du RHDP pour la vérification de l'installation des coordonnateurs de la commune de Koumassi. Ces coordonnateurs régionaux du RHDP ont pour leader Ibrahim Sissé Bakongo. Le RHDP met ainsi le cap sur 2025. Ce commando de Koumassi devra être actif sur le terrain pour maintenir les militants mobilisés. On ne devrait pas avoir de défis faciles. À Koumassi, ici, il n'y a absolument aucun défi qui était facile ici quand moi j'arrivais à la tête de la mairie. Nous allons relever tous ces défis, c'est-à-dire faire en sorte que le maximum d'électeurs puissent être inscrits à la prochaine révision de la liste électorale. Awa Ndoli Théophile et Mariatou Kone ont procédé à l'investiture de ces coordonnateurs régionaux avant de les inviter à se mettre au travail. Militants et militaires, ça se ressemble, non? Quand on est militaire, on obéit. Parce que votre désobéissance peut faire perdre votre bataillon. Alors, chers camarades, soyons disciplinés. Nous irons bientôt à l'élection présidentielle de 2025, ainsi que celle des législatives qui vont suivre juste après. Il nous sera alors préjudiciable de nous livrer à des actions susceptibles de conduire à une déperdition des voix. La commune de Koumassi enregistre plus de 50 000 votants selon les chiffres des élections précédentes. Convaincre le maximum de votants à adhérer au parti des Oufouettistes est l'objectif final de ces coordonnateurs régionaux.
mises en place. Autre chose dans l'actualité ce soir, la commission mixte administration, finances et budget du Parlement de la CEDEAO se réunit à Abidjan. Les parlementaires ouest-africains vont réfléchir sur le rôle de l'institution dans l'élaboration et le suivi du budget de la communauté. Les députés et sénateurs seront outillés sur les mécanismes pour une meilleure contribution dans l'exécution du budget. La rencontre s'est tenue à l'Assemblée nationale au Plateau. Nous voyons avec Moussa Konaté Barnabé-Konan. Contribution des parlementaires de l'espace ouest-africain dans l'élaboration et le suivi du budget de la communauté. La commission mixte administration, finances et budget du Parlement de la CEDEAO réfléchit sur la question à cette rencontre à Abidjan. Je suis convaincu que nos discussions sur le rôle du Parlement de la CEDEAO dans l'élaboration et le suivi du budget de la communauté engendreront des analyses pertinentes et des recommandations solides pour accélérer notre marche résolue vers une communauté de peuples pleinement intégrés. Le Parlement a pour mission l'examen et le contrôle du budget d'un État. Les autorités ivoiriennes expriment leur intérêt pour ces assises. Les importants défis sécuritaires et de développement à adresser urgemment exigent des moyens financiers importants à mobiliser et une gestion efficiente des ressources qui nécessite une analyse approfondie et une planification cohérente du budget de la communauté. En 2023, les échanges intra-pays au sein de la CEDEAO représentaient seulement 15% des échanges totaux, un chiffre que nous devons impérativement améliorer. En matière d'échange commercial, l'objectif est de porter à 25% d'ici 2027 la part des échanges intracommunautaires dans les échanges de la région. Par un meilleur contrôle du budget de la communauté, vous aiderez la CEDEAO à développer les échanges commerciaux entre pays africains. Une cinquantaine de parlementaires venus de plusieurs États de la CEDEAO participent à ces travaux qui se tiendront sur 3 jours. Et hors du pays, le ministre des Affaires étrangères en Tunisie, il a été reçu par le président Kais Saied. Léon Adom Kakou lui a remis un message du président de la République Alassane Ouattara, une correspondance pour consolider les relations entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Dans cet élan de renforcement de la coopération, Léon Adom Kakou a également eu une séance de travail avec son homologue ministre des Affaires étrangères de Tunisie, Souleymane Dodi Songou. Léon Kakou Adom, reçu en audience par le président tunisien Kais Saied, à qui il a transmis un message d'amitié du président Alassane Ouattara. Cette visite témoigne de la solidité des relations de fraternité qui existent entre les deux pays et traduit la ferme volonté des deux chefs d'État de raffermir davantage les liens de coopération en vue de les hisser au plus haut niveau sur divers plans d'intérêt commun. Je suis venu dire à mes frères tunisiens que plus que hier, la Côte d'Ivoire est déterminée à travailler la main dans la main avec leur pays pour le bénéfice non seulement des deux peuples, des peuples tunisiens et ivoiriens, mais également des peuples africains en général. J'ai reçu du président des conseils avisés. J'ai pu bénéficier et comprendre sa vision de l'Afrique, une Afrique tournée vers la solidarité, une Afrique tournée vers le développement en se servant de ses propres moyens. Et c'est ce que le président Ouattara m'a demandé de traduire également au président Kais Saied. Et je me suis aperçu qu'ils avaient exactement le même point de vue parce que ce sont deux hommes de vision qui s'apprécient. Le ministre Léon Kakou Adom a par ailleurs eu une séance de travail avec son homologue tunisien. Les deux ministres se sont félicités du cadre juridique riche et étoffé qui régit les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Ils ont invité le secteur privé des deux pays à contribuer au renforcement et à la diversification des échanges économiques dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Au chapitre de la migration irrégulière, les deux ministres ont convenu que le traitement de cette question requiert une coopération étroite entre les pays concernés avec une approche participative, globale et solidaire. L'objectif étant de cibler de façon urgente les causes profondes de ce fléau pour identifier et dégager des solutions constructives protégeant la dignité et les droits de tous, et ce, dans le plein respect des normes nationales, régionales et internationales.
Et ici en Côte d'Ivoire, des moyens plus faciles pour avoir accès à l'état civil existent. L'ONESI mise justement sur le digital. La dématérialisation est au cœur de la 7e édition de la célébration de la Journée africaine de l'état civil. L'événement tenu dans la commune d'Abobo. Le maire Kandia Camara exhorte les populations à saisir cette opportunité d'inscription sur le fichier. Franck Wadio. Abobo, commune à fort taux de population, environ 400 naissances par jour selon les chiffres officiels. Mais la question de l'état civil est une problématique partagée. Il y a beaucoup parmi nous qui n'ont pas de papier. Et justement, la 7e édition de la Journée africaine de l'état civil s'intéresse à la question. Sur l'esplanade de la mairie, une démonstration de la nouvelle application proposée par l'ONESI, Office national de l'état civil et de l'identification. En moins de 24 heures, ce nouveau papa se voit délivrer officiellement l'extrait d'acte de naissance de sa fille. Ça a été une grande surprise pour moi et voilà pourquoi le mot me manque. Cette déclaration qui a été prise au centre de santé est transférée via réseau au centre d'état civil. Le digital comme opportunité pour tout acte d'état civil, y compris pour ceux qui n'en ont jamais été détenteurs. Les personnes qui n'ont pas du tout de documents administratifs sont invitées à se rapprocher des différents centres d'état civil du lieu de leur naissance, parce qu'avec la loi spéciale qui a été adoptée, qui institue une procédure spéciale de déclaration de naissance, cette loi est spéciale parce qu'elle court jusqu'en 2025. Donc elles n'ont plus beaucoup de temps. C'est une réalité partagée dans plusieurs localités du pays, dont à Bobo. Le maire Kandia Camara lance alors l'appel. Dès que vous avez un nouveau-né, déclarez-le. Ainsi, nous connaîtrons le nombre exact de la population pour planifier le développement. Ça, c'est très important. Le représentant résident de l'UNICEF, Jean-François Bass, partenaire institutionnel, et le ministre de l'Intérieur sont sur la même lancée. Diomandé Vagondo rappelle de plus les opportunités nouvelles offertes par le digital, des efforts de l'État ivoirien pour rapprocher davantage l'état civil des populations. L'État s'est donc engagé à tout mettre en œuvre pour garantir à chaque citoyen une pleine jouissance de leurs droits civils à travers la mise en place du registre national des personnes physiques qui consacre un pan essentiel à la modernisation de notre système d'état civil. Pour ce faire, l'ONESI a mis au point le logiciel national de gestion des faits d'état civil dénommé CityWeb, qui a été créé, qui est en cours d'installation dans l'ensemble des 690 centres d'état civil que compte notre pays. La Journée africaine de l'état civil est une institution des États sur les problématiques liées à la question. Elle a lieu tous les 10 août. Accès facile à l'état civil, les services de santé aussi se rapprochent des populations. Allons voir ce dont à l'établissement sanitaire de Bakanda. C'est dans le département du Grand Laou. Le centre a 2 nouveaux engins roulants, dont une ambulance. Ces équipements vont faciliter la prise en charge des patients, notamment dans les zones reculées. On en parle avec l'enseignant Bakayoko. Confrontés à un défi logistique majeur, les traitements médicaux d'urgence au niveau des Bakanda et les villages isolés de la sous-préfecture étaient souvent des opérations complexes et risquées. L'arrivée de cette ambulance spécialisée permet désormais d'assurer un transport sécurisé et adapté aux besoins spécifiques des patients. Notre ancienne ambulance est très vieillissante, elle date pratiquement plus de 10 ans, avec de nombreuses pannes. Souvent, on ne peut pas faire les évacuations parce que les pannes sont tellement colossales qu'on ne pouvait pas sur le champ les réparer. L'ambulance médicalisée est équipée d'un système d'oxygène, de dispositifs de transport des patients et d'une multitude d'autres équipements médicaux. Ces instruments offriront un soutien essentiel aux équipes médicales, permettant ainsi une prise en charge efficace des patients tout au long du trajet vers l'hôpital régional de Tia-Salé ou vers Abidjan. Il faut dire que ce n'était pas évident pour cette population-là de se déplacer pour aller se faire soigner à Tia-Salé. Et là, nous avons plaidé auprès de certaines personnes de bonne volonté qui ont bien voulu nous octroyer une ambulance et une moto pour soulager cette population. Ces actions exemplaires démontrent clairement l'importance accordée par les autorités de Grand Laou à l'amélioration des infrastructures de santé et au bien-être des populations. Un élan de solidarité, comme l'a édicté notre chef de l'État. Et donc on est dans cette mouvance-là, soutenir nos parents, dans la fête c'est vrai, mais de manière concrète en apportant un élément pour leur bien-être. La politique de santé de proximité, initiée par le gouvernement de Côte d'Ivoire, vise à lutter contre la mortalité infantile et à la prise en charge efficace et rapide des accidentés ou des malades.
Un autre geste dans le Denguélé, le ministre de l'Emploi, de la Protection sociale offre du matériel informatique et fourniture de bureaux aux préfectures, sous-préfectures et à la section du tribunal. C'est un moment de réjouissance qui a réuni les populations ici des différentes régions. Ce matériel va permettre d'établir rapidement les actes de naissance et autres documents administratifs. Un reportage de Régis Kofi, Fernand Conan. Odiéné, nord-ouest de la Côte d'Ivoire, capitale du district du Denguélé. Voici une population enthousiaste qui ne résiste pas à l'envie de faire la fête ce dimanche à la préfecture de la ville. Le district du Denguélé est dans la joie. Pour cause, les régions du Folon et du Kabadougou reçoivent un important lot de matériel des mains du ministre Adama Kamara, par ailleurs député de la commune d'Odiéné. Composé entre autres de 127 ordinateurs, 61 imprimantes et plus de 200 cartons de papier rame, ce don a été réceptionné par les autorités administratives. Une autre difficulté, c'est les équipements. Il faut noter que l'État nous donne les moyens ne suffisent pas toujours. Donc quand il y a des initiatives, des cadres de ce genre-là, mais ça nous satisfait. Dans sa volonté d'accélérer le processus, le ministre Adama Kamara a décidé de prendre en charge les frais d'établissement des actes administratifs. Une nouvelle qui réjouit le cœur des populations et qui a été saluée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, président de la cérémonie, représenté par son directeur de cabinet. Vous qui bénéficiez ce jour de ces dons confortables, donc monsieur le ministre, ces dons viennent renforcer vos capacités et ils doivent vous permettre de répondre avec efficacité aux besoins de nos populations. Le ministre-gouverneur du district du Denguélé a quant à lui invité les populations à saisir l'opportunité. Tous ceux qui n'ont pas de papier, c'est l'occasion de se présenter pour que effectivement on puisse résoudre cet épineux problème. Parce que sans papier, vous ne pourrez pas être sur la liste électorale. La révision de la liste électorale en vue de la prochaine présidentielle démarre très bientôt. Les documents administratifs sont d'une importance majeure pour être autorisés à participer au scrutin. En tant que disciple du président de la République, qui nous a toujours enseigné de nous mettre d'abord à la disposition de nos populations, mais surtout de leur apporter, dans la mesure de nos possibilités, l'aide nécessaire pour leur permettre d'être heureux, pour leur permettre d'avoir ce qu'ils n'ont pas. Et c'est une opération qu'il me plaît de faire avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de joie, parce que mes parents en ont besoin. Un peu plus tôt ce samedi, c'est à Kaniasso que s'est rendu le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale pour sensibiliser les populations à l'effet d'établir leurs pièces administratives gratuitement. Le développement se poursuit aussi à Dimbokro. Plus de 10 km de nouvelles routes seront bitumées. Les autorités municipales ont lancé le projet. C'est le projet Dimbokro Renaissance que prône le maire Adama Koulibaly. Une ville qui aura fière allure, la capitale de la région du Nzi, Moussa Konaté. Des engins en plein travaux de terrassement. Le décor est le même dans plusieurs rues de la ville de Dimbokro. De nouvelles voies bitumées verront bientôt le jour pour le grand bonheur des habitants. Je suis plus que heureux. Voyant cette broussaille où on traversait pour aller à Sokoradian, aujourd'hui, les taximètres refusent d'aller dans ce quartier parce que ce quartier n'est pas bitumé. Vraiment. Nous sommes très contents parce qu'avant le déplacement était difficile. Il faut prendre la poussière, même si le véhicule veut passer, il y a la poussière. Que ça là, en tout cas pour nous qui habitons Sokoradian, vraiment on est très contents. Des réalisations afin d'offrir fière allure à la capitale de la région du Nzi. Aussi, favoriser la fluidité de la circulation. Une volonté traduite en actes par les autorités municipales. Le projet marque un tournant important dans notre vision, la mise en œuvre du plan Dimbokro Renaissance, visant à offrir à nos concitoyens un environnement des plus agréables. Il prend en compte des voies non bitumées situées dans les quartiers Kofi Akan, Belleville, Kennedy, Présidentielle et d'autres quartiers, notamment Koulibaly et Sokoradian. Il touche également plusieurs voies dégradées qui seront réhabilitées, notamment le boulevard de l'Indépendance à Komikro, le carrefour Mondon, le carrefour Manvi, etc. Au total, plus de 10 km de voies seront bitumées.
En plus de la voirie, la mairie de Dembokour prévoit d'autres actions, notamment la reconstruction du marché. Et allons maintenant dans l'ouest du pays. La chefferie traditionnelle du canton Gand, dans le département de Biankouma, installe son chef canton, Moussa Diomandé, investi dans la pure tradition du terroir par Guy Pascal, chef suprême des Dents. Cette cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs cadres de la région du Tonkwi. Le parrain Claude Saïs Moro, chef de cabinet du président de la République, invite les cadres à l'Union pour le développement. Jean-Yves Zadi, Kader Sogodogo. Place publique du village de Gand, dans le département de Biankouma. Nous sommes à la cérémonie d'installation du nouveau chef de ce canton. Moussa Diomandé est installé sur le trône par Sa Majesté Guy Pascal, chef suprême des Dents, qui avait à ses côtés Claude Saï, chef de cabinet du président de la République, fils de la région, le préfet de la région du Tonkwi, Fatougouma Soro, au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, exprimer les attentes de la tutelle au chef canton qui désormais est la courroie de transmission entre l'administration et la population. Je voudrais le dire ici devant toute la population pour ne pas que demain, quand il va régler un conflit, quand il va se saisir d'une affaire, qu'on entend derrière les cases, mais le vieux là même, c'est pour ça qu'on l'a désigné comme chef de canton. Non, il sera dans ses attributions, c'est ce que nous attendons de lui. Présent à cette cérémonie, le ministre-gouverneur du district autonome des montagnes félicite le nouveau chef canton Gand, Albert Flindé, saisit l'occasion pour lancer l'appel à la mobilisation afin de démontrer leur attachement aux idéaux du président de la République, Alassane Ouattara. Ça a été donc un prétexte aussi pour lancer le message de l'invitation de la population, l'information, pour que toute la population de notre région soit présente à la faveur de l'hommage que nous allons rendre au président de la République pour ses bienfaits et pour l'encourager à faire davantage. Claude Saï, parrain de la cérémonie, dans son adresse, appelle l'ensemble des cadres à se mobiliser autour du président de la République, Alassane Ouattara, afin de toujours bénéficier du développement. Le président initie les grands projets de développement sur le plan national. C'est au cadre de les incliner, ces projets-là, sur le plan régional, sur le plan communal, sur le plan départemental. Et nous comptons beaucoup sur eux, afin qu'ils croient aussi en leur fils que nous sommes. Parce que nous avons pour boussole, pour repère et pour référence le président Alassane Ouattara. Si nous avons cette boussole-là, nous sommes persuadés que le développement sera nôtre. Le porte-parole de la Chambre régionale des rois et chefs traditionnels a tenu à remercier le chef de cabinet du président de la République, l'ambassadeur Claude Saï, pour les actions qu'il pose au quotidien en faveur de la chefferie. Cette cérémonie s'est achevée sur une belle note culturelle avec notamment des danses issues du terroir. Et vous le savez, nous sommes en vacances scolaires depuis plusieurs semaines, une période consacrée à une diversité d'activités pour occuper sainement les jeunes. Cours d'anglais, natation, club de danse ou encore ateliers sur les coupes de bonne conduite. Chacun y trouve pour son compte. Et vous allez voir, les enfants profitent bien dans ce temps de repos. Quand les enfants s'occupent sainement, c'est un sujet de Khalid Diomandé à suivre dans nos éditions à venir. Et en religion, voyons le pèlerinage de Lourdes en France. Des pèlerins ivoiriens sont allés sur les pas de Bernadette, une adolescente de 14 ans, visitée plusieurs fois par la Vierge Marie à la grotte de Massabielle. Parmi les sites visités, sa maison et un musée qui porte son nom. Envoyés spéciaux à Lourdes, Grâce Kando, Kilibois. À travers un guide, les pèlerins du groupe Jean-Paul Nogbou passent au peigne fin les grandes étapes qui ont marqué la vie de Sainte Bernadette. Cette adolescente de 14 ans, visitée 18 fois à Lourdes entre février et juillet 1858 par la Vierge Marie. Le message de Lourdes, c'est ce que Bernadette a laissé, c'est-à-dire pénitence, venir ici en pèlerinage à Lourdes, accompagner nos frères et sœurs qui sont malades, qui sont handicapés. Bernadette ne savait ni lire ni compter, elle ne parlait que le patois. Et elle allait à l'école une fois par semaine, et encore. Et donc, elle est devenue pensionnaire chez les sœurs, et pour payer un petit peu, on veut dire, sa pension, eh ben, elle aidait les sœurs pour s'occuper des petits-enfants à la maternelle, pour la cuisine, chez Sozela, et elle est restée un certain nombre d'années ici à Lourdes, et c'est là qu'elle a mûri sa vocation pour devenir sœur de Nevers. Entre autres sites visités par les pèlerins, le musée Sainte-Bernadette, sa maison natale, le cachot, qui fut l'ancienne prison où vécut Bernadette et ses parents,
et la paroisse Sacré-Cœur où elle fut baptisée. Lorsqu'on veut se rapprocher de Dieu, il faut cultiver l'humilité. Dieu, il se manifeste dans la pauvreté, dans la simplicité. Et lorsqu'on veut suivre le Christ, il faut s'apprêter à subir des épreuves. Les épreuves nous forment pour nous-mêmes dans la vie. Au cours des différentes apparitions, elle a cru et elle a décidé de faire confiance en la Vierge Marie, en la dame qu'elle rencontrait. Elle a décidé de se laisser conduire par elle. Bernadette est un exemple d'humilité parce que vraiment elle a vécu très pauvre, mais elle a pu s'en sortir grâce à son humilité. Donc c'est une grâce pour nous et que nous devons suivre son exemple. Dieu se révèle au cœur pauvre. Désormais, on doit pouvoir assister nos frères et sœurs et être à l'écoute de tout le monde. La visite sur les pas de Bernadette a été précédée d'une projection de film retraçant sa vie et la genèse du sanctuaire de Lourdes. Et ici en Côte d'Ivoire, vous le savez, il y a 5 ans, ils nous quitté. C'était un 12 août 2019. DJ Arafat décédé dans un accident de la circulation. Sa famille et ses fans n'oublient pas cette figure du coupé décalé. Une marche blanche organisée sur le site du drame. Avec en tête sa mère, Tina Glamour. Ils se sont également recueillis sur sa tombe au cimetière de Williamsville. L'artiste reste encore dans les mémoires 5 ans après. Dans le reste de l'actualité, des discussions doivent s'ouvrir cette semaine en Suisse sur le Soudan. Le gouvernement soudanais n'entend pas répondre à cette invitation des États-Unis, mais les FSR, forces de soutien rapide, ont donné leur accord pour la rencontre. Dimanche soir, le ministre des Médias a affirmé que la délégation soudanaise avait constaté l'incapacité des États-Unis à pousser les milices rebelles. Cette décision réduit les espoirs de mettre fin à la guerre civile qui dure depuis plus d'un an au Soudan. Voilà qui met terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend que la poussière au pied de l'étranger est la preuve d'un long voyage. Demain 20h, retrouvez Fatou Fofana.